Lundi 25 avril 2022, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, partout vous êtes ce soir et vous regardez la télévision en deuxième, vous êtes toujours les bienvenus chez nous. Ce soir, nous sommes encore là pour vous servir sportivement, c'est bien lundi et nous débattons de l'actualité sportive au plan national, mais souffrez que ce soir, on fasse une escale spéciale en Côte d'Ivoire, puisque là, c'est une actualité aussi chaude. On parlera de l'élection donc à la Fédération ivoirienne de football avec l'échec de l'international ivoirien Didier Drogba. Qu'est-ce qui a occasionné cet échec ou qu'est-ce qui a milité en faveur de celui-là donc qui est porté à la tête de cette fédération? On en parlera donc avant de revenir au plan national pour parler de la professionnalisation du football au Togo avec les textes juridiques qui sont en atelier qui sont passés en atelier de validation, et maintenant on descendra sur le terrain pour parler du championnat national de football de première division avec la troisième journée des playoffs. On sortira avec le groupe B du tirage au sort donc des éliminatoires de la CAN 2023. Le Togo est logé aux côtés du Burkina Faso, du Cap-Vert et de l'Eswatini. Je suis enfin arrivé, l'Eswatini. Alors, quelles sont les chances de jouer ou de qualifier pour les éperviers du Togo? On en parle dans cette émission. Puisqu'il y a une dame sur le plateau, pourquoi ne pas parler de femmes à côté? Parce que là, on a parlé, mais bon, ça n'est jamais assez d'en parler. Le football féminin est toujours resté au placard. Certainement qu'elle va encore plaider ce soir pour la cause de la gente féminine. Edwige Apedo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir aux téléspectateurs de Voilà, comment ça se porte du côté de la rédaction de Djena Media? Tout va bien. Tout va bien du côté de la radio et des autres organes de Djena Media. Voilà. Du courage. Merci. En tout cas, ce n'est pas facile, mais on vous reconnaît comme une femme battante. Et tout de suite, je vais toucher un autre aspect, mais permettez que je donne d'abord la parole à Osni Aouzouba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir à tous les téléspectateurs. Heureux de partager le plateau avec Edwige qui est à la fois ma directrice. C'est votre directrice. Ça c'est ma directrice. C'est l'employeur et l'employé qui sont voilà, pour une première fois. Wow. L'histoire retiendra. Voilà. Vous êtes également chargé de com de Unisport de Socodé. Comment se portent les joueurs actuellement? Non, là, il faut apporter un rectificatif. Ah, d'accord. Le chargé de communication d'Unisport, c'est Sibabi Abdoullah. Je voulais un peu le nom, mais c'est Moutala, voilà. Vous avez jeté le punch ou pas du tout, je suis là, je suis le team manager du club. Ah, le team manager. Voilà. Ah, d'accord. Le team manager. Sinon, Unisport se porte à merveille. D'accord. Les équipes de catégorie continuent de travailler, sauf l'équipe première. On me fait signe dans les coulisses que c'est une promotion que vous avez eue. Hein? Non, elle existait depuis le début de la saison. L'équipe se porte à merveille. L'équipe se porte à merveille. Les équipes de catégorie continuent par travailler. Seule l'équipe première a été laissée. Aujourd'hui, nous avons 2 joueurs qui sont avec les U20 et donc ça ne fait qu'un bonus. Ouais. D'accord, je reviendrai. L'aspect que je voudrais toucher, malheureusement, il a esquivé. Vous êtes également chargé de com de l'autre côté du comité national olympique, c'est ça? Non. Ça a changé là-bas aussi? Oui, vous savez, j'ai beaucoup je suis très en retard sur ce n'est pas une question de retard. On a beaucoup de responsabilités, donc à un moment donné, on a décidé de se consacrer à notre société. Ah, d'accord. Sinon, c'était pour dire que la dernière fois, j'étais avec le nouveau directeur de la maison de la presse, et il me faisait savoir que très bientôt, on va ressortir les textes. Quand vous êtes journaliste, vous ne devez plus porter le titre de chargé de communication. Normalement, oui. Et quand vous êtes chargé de communication, vous ne devez plus porter le titre de journaliste. Nous, on a déjà quitté l'état. Donc, on n'est pas concerné. D'accord. Merci, mesdames et messieurs. C'était qu'une parenthèse pour mettre donc de l'ambiance avant d'entrer dans le vif, puisque le sport nous unit. Et ce soir, nous sommes également là. Merci donc à Edouard Agritou qui est derrière la caméra. Il est avec nous certainement qu'il passera au plateau pour dire un coucou
avant donc la clôture de cette émission. Allez, on part plein pied dans notre débat de ce soir. Le premier sujet, c'est bien l'élection à la Fédération ivoirienne de football samedi 23 avril. Les acteurs du football ivoirien se sont retrouvés pour élire la nouvelle équipe dirigeante de la FIF. Après plusieurs reports pour cause d'incompréhension et de discorde, l'élection a finalement eu lieu sous haute surveillance des corps habillés, il faut le rappeler. Au terme du scrutin, c'est Yassine Idriss Diallo qui l'emporte avec 59 voix contre 20 et contre 50 voix pour Sori Diabaté sur donc les 130 voix exprimées, alors que Didier Drogba, lui, était déjà éliminé au premier tour avec 21 voix. Osni. Mais vous savez, pour moi, les présidents des clubs n'ont pas voté pour le programme d'action. Ils ont voté pour une minorité, ils ont choisi eux-mêmes la vente, ils n'ont pas regardé le programme d'action de Didier Drogba. Quelque part aussi, Didier a failli un peu à sa mission. Vous savez, il y avait un débat télévisé entre les trois candidats où il n'était pas là pour présenter exactement son programme d'action et essayer d'expliquer au public sportif. Secondo, Siri est peu... son second, ils connaissent bien les rouages, ils sont restés longtemps au service de cette fédération-là. Pour moi, Didier Drogba a été évincé avant même, il avait été lâché par le gouvernement en place. Depuis, vous avez l'histoire du capitanat à la Coupe du Monde jusqu'à ces élections précises. Je crois que c'est parti de là. Il n'a pas eu la bénédiction du parti au pouvoir. Et donc, voilà. Et les autres ont gagné. Ben, il y aura une troisième mi-temps. Parce que la FIFA aura une enquête de moralité. Et si les deux candidats sont entachés, il restera Didier Drogba seul en lice et l'élection va reprendre. Mais n'empêche que dans ce genre de situation, il y a aussi d'autres candidats qui se prononcent, qui connaissent bien le rouage, qui puissent arriver à battre Drogba Didier. Mais je crois, à mon humble avis, quand vous suivez le programme d'action de Didier Drogba, qui devait normalement passer, mais malheureusement ce n'est pas le public qui vote. Ce sont les présidents des clubs. Les présidents des clubs ont voté pour celui qui pense qu'il peut amener peut-être le renouveau pour eux. Peut-être nous sommes de loin, nous faisons que des analyses. On aurait bien voulu voir Didier Drogba comme Samuel Eto'o du côté de la FECAFOOT, mais ce n'est pas ça. C'est dommage pour les Ivoiriens, dommage aussi pour le football africain. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est ce que les présidents des clubs ont décidé. En tout cas, je vous reviendrai dans un instant. Edwige. Moi, je pense que pour rentrer dans le football business ou bien dans le management du football, il faut un travail énorme avant d'intégrer ce domaine-là. Aujourd'hui, Didier Drogba, il est connu de par le monde parce c'est un ancien footballeur. Il a porté le nom de son pays, il a porté le maillot également de son pays. Mais moi, je pense que le début de sa candidature a été mal ficelé. Parce que arriver et rentrer dans un monde qui était déjà si vraiment stable, là, c'est difficile. Parce que il allait peut-être rassembler tout le monde autour de lui. Et vous allez constater que sa candidature n'avait pas l'adhésion de tous les acteurs. Contrairement à la candidature de Samuel Eto'o, qui a été très intelligent et vigilant, parce qu'il a compris que pour arriver, il faut rassembler tout le monde. Même si vous maîtrisez certaines personnes, que vous dites que ces personnes sont des gens corrompus et tout, mais à un moment donné, vous avez besoin de ces personnes pour pouvoir réussir votre mission. Quand vous arrivez maintenant, vous pouvez laver la maison, comme le Camerounais est en train de le faire du côté de la FECAFOOT. Maintenant, Didier Drogba, il est venu et puis il y a eu cette impression comme quoi la FIFA et la CAF voulaient réellement que ce soit l'ancien de Chelsea qui arrive au niveau de la FIFA, ce qui n'a pas été vraiment accepté par certains acteurs du football. Et je n'ai vraiment pas été surpris par cet échec-là, parce que je me suis dit la préparation n'était pas vraiment bonne pour Didier Drogba. Oui, il était populaire, il était connu comme ancien joueur, les gens l'adulaient et tout, mais le vote, ce sont d'autres personnes qui votent. Maintenant, quand on prend le domaine du sport,
On connaît tous ce qui se passe dans les élections, lors des élections au niveau de nos différentes fédérations. Les gens ne votent pas des programmes ou bien des projets qui vont révolutionner la discipline. Les gens votent plutôt pour leur poche. Et ils votent aussi pour leurs relations, les liens qui existent. Et c'est ce qu'on a vu lors de cette élection du côté de la FIFA. Voilà. Alors, Orsini, je reviens à vous maintenant. Vous avez cité le gouvernement au passage. Vous pensez que le gouvernement devait intervenir aux côtés de Drogba? Non, pas du tout. J'ai dit, il n'a pas la bénédiction. Ce n'est pas une obligation pour le gouvernement d'intervenir pour lui ou de plaider pour sa cause jusqu'il n'a pas eu la bénédiction. Samuel Eto'o a eu la bénédiction de son gouvernement et ça l'a permis d'asseoir une équipe un peu intelligente qui l'a permis de gagner ces élections. Ce n'est pas le cas pour Didier Drogba. Vous savez, j'ai les images, on peut encore nous couvrir avec ces images des élections-là. Et j'ai eu l'occasion d'avoir deux présidents de deux clubs, le président de la RCA qui était venu entre-temps pour jouer contre la Sco de Calam, on est resté de très bons amis, et puis les chefs de délégation, il y a de cela 2 ans, mais quand vous les entendez parler, ils ne sont pas du tout pour Didier Drogba. Et vous comprenez en même temps que les présidents des clubs n'ont pas du tout adhéré au projet de Drogba Didier. Pour moi, vous disiez quand même qu'il a un bon projet. Mais il a un bon projet, mais ils n'ont pas adhéré. Comme l'a dit Eddy tout à l'heure, il n'a pas pu asseoir, il n'a pas pu composer avec tout le monde. Comme le disait mon papa, il faut composer avec les sorciers et tout le monde. Et quand tu arrives à composer avec eux, après tu essaies de balayer la maison. Alors, il faut retourner à l'école de la chose, Eddy? Non, il faudrait qu'il retourne à l'école du management et puis de la gestion du sport. Il a encore l'occasion de revenir parce qu'il est encore très jeune. Je ne connais pas l'âge limite pour accéder à la présidence du côté de la Côte d'Ivoire concernant les sports. Mais quand même, je pense qu'il est jeune, il a encore du temps pour pouvoir arriver. C'est 4 ans. 4 ans, donc pour celui qui est arrivé. Maintenant, c'est à lui d'apprendre des erreurs qu'il a eu à commettre lors de ce processus électoral. Moi, je pense qu'il n'est pas bien arrivé. Primo, Didier Drogba, certes, a fait des actions au plan national, mais il n'est pas trop présent au plan national. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il a senti le besoin de s'ingérer ou bien de venir diriger le football, il devait déjà intégrer peut-être un club, faire partir d'un comité exécutif d'un club ou bien même faire partie de ceux qui financent ce club-là. Et déjà un club de Ligue 1, et déjà les acteurs vont se dire, ah, c'est telle personne qui est à ce niveau. Et au fur et à mesure, être beaucoup plus présent sur le terrain du football. Moi, au-delà de Didier Drogba sur le plan professionnel, je connais beaucoup plus Didier Drogba au-delà du foot en tant que joueur sur le plan social. Alors que pour venir à un niveau donné, il faut rentrer dans le domaine, essayer d'apprendre. Même si c'est difficile, il peut commencer à ce niveau-là maintenant, après, sortir sa tête et amener le projet. Parce que ce qui s'est passé au Cameroun ne pouvait pas se passer en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les mêmes mentalités en fait. Et je l'ai dit, il n'a pas su rassembler les acteurs autour de lui. Déjà, sa candidature a été déjà rejetée par les gens, donc c'était difficile pour lui. Et puis avec cette histoire qui a conduit à la mise en place du comité de normalisation, les acteurs étaient braqués en se disant, si Didier Drogba arrivait, ça veut dire qu'on n'aura plus accès à certaines choses parce qu'il sera soutenu par et tout ça. Donc, les gens préfèrent regarder ce qui va revenir à leur poche que de regarder le développement du football. Maintenant, c'est à lui d'apprendre de revenir plus fort parce qu'il a le potentiel et il pourra brasser beaucoup de sponsors autour de ce football ivoirien. Mais ce n'est pas encore tard. Maintenant, moi, je préférerais, je demanderais même à Didier Drogba de devenir peut-être partenaire d'un club ou bien d'intégrer un club. Alors, comme Edwige le dit, en regardant beaucoup plus la présence de la personne sur le plan footballistique ou sur le plan management, intervention sur le terrain, parce que lorsqu'on se réfère au message que Samuel Eto'o lui a adressé, on dirait que Samuel Eto'o s'en prend à ce dirigeant-là, plutôt peut-être que de s'en prendre à la méthode que son frère a adoptée, lui conseiller
bon voilà, désormais il faut te prendre comme cela pour arriver. Mais ça, pour Samuel Eto'o, c'est que on a rejeté ce qui pouvait faire le lendemain du football ivoirien. Possible, ce n'est que ce que Samuel Eto'o pense. Mais je m'aligne derrière Edwige en disant que on a vu le président George Weah. Il est venu, il a voulu être président de la République, ça n'a pas marché, il est reparti à l'école. Il est parti apprendre et il est revenu pour être président. Il doit s'inspirer de l'exemple du président George Weah et revenir plus fort dans 4 ans. Pour moi, pour diriger un gouvernement, il faut l'intégrer d'abord. Et quand ils vont l'intégrer, vous maîtrisez mieux les rouages, ça vous permet de venir plus fort. Ouais. Et puis moi, je pense que quand on dit qu'il n'a pas eu l'adhésion, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un autre pays où il y a assez de clivage. D'abord, il avait dit quelque chose concernant le brassard de Didier Drogba. C'est-à-dire, il y a un problème. Quand vous prenez... Ce sujet-là est resté dans oui, c'est resté. Et quand vous prenez les anciens joueurs, ils ne sont pas unis. Il y a certains qui n'aiment pas carrément Didier Drogba. Et donc, c'est difficile pour lui de s'imposer à certains acteurs qui ne l'aiment pas. Mais je pense qu'il peut changer les donnes s'il devient beaucoup plus... S'il est présent. Maintenant, il doit changer sa méthode et puis revenir après. Ce n'est pas encore trop tard. Merci beaucoup, chers panélistes. C'est ce qu'on pourra dire donc sur la Côte d'Ivoire. Et si vous permettez, on pourra quand même ouvrir une petite fenêtre pour quelques secondes et la refermer rapidement avant de passer. Parce que sur le sujet, certains ont dit laisser le football aux footballeurs. Et lorsqu'on vient au Togo, est-ce qu'un jour on peut penser à un Adebayor Cheyi à la tête de la Fédération togolaise de football? Laisser Adebayor vivre sa vie tranquille, surtout pas ne pas l'amener à la tête de la fédération, à moins qu'il change de mentalité et qu'il redevienne plus sportif. Et en ce moment, on peut penser à Adebayor. C'est vrai qu'il a fait des déclarations où il dit, même si les gens ne veulent pas composer avec nous, lui sera là. On a vraiment besoin de cette motivation, qu'il vienne, qu'il essaie de motiver ces jeunes. Mais pour l'instant, comme le disent les Anglais, please, il ne faut pas l'envoyer à la fédération. Voilà. On laisse l'envoyer au carnage, à Edwige Aguilo. Non, ce n'est pas seulement Adebayor, il y a des anciens joueurs qui sont devenus des hommes d'affaires, qui sont d'autres sont dans l'entrepreneuriat, que je vois capables de revenir à la tête de cette fédération. Certaines personnes qui sont arrivées à la tête de la fédération, mais qui n'ont pas leur bagage. Maintenant, pour arriver, on a dit quelque chose par rapport à Didier Drogba tout à l'heure. Il faut avoir d'abord, il faut se cultiver, il faut apprendre à gérer parce qu'on arrive dans un monde de loups. On arrive dans un monde où vous avez votre projet, il faut savoir faire appliquer votre projet pour réussir. Et donc, si vous n'allez pas à cette école-là, vous arrivez, vous tombez comme ça, 4 ans vont passer, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous avez passé 4 ans à la tête d'une fédération sans rien faire. Donc, je pense qu'il y a des anciens joueurs de football qui ont le potentiel, mais malheureusement, on n'a pas cette culture de la reconversion. C'est-à-dire que nos joueurs, quand on joue, on est sur le terrain, on ne pense qu'au foot, au ballon. On ne pense pas, après 35 ans, qu'est-ce que je deviens? Ou bien si d'un jour à l'autre, je ne pourrais pas jouer parce que le problème majeur des joueurs, c'est le genou. Qu'est-ce que je deviens? Donc, on ne prépare Moi, je joue pas, mais j'ai mal au genou. On ne prépare pas l'après-carrière. Donc, ce qui fait que majoritairement, nos joueurs, quand ils finissent, les gens se disent ce sont des illettrés. Et dommage pour eux. Donc, Bertrand Traoré, la dernière fois, il a eu son diplôme de licence. Ça veut dire que les acteurs ont compris qu'au-delà du foot, il faut préparer l'après. Si on veut le faire, on a des acteurs. Adebayor Cheyi peut diriger la Fédération togolaise de football, mais il doit se préparer. Il doit être prêt pour venir diriger la Fédération togolaise. Il ne peut pas se lever d'un coup comme ça, venir diriger la Fédération, alors qu'il y a certaines notions à... Il faut retourner. Quand on dit retourner à l'école, ça ne veut pas dire aller commencer le CP1. C'est pas de ça qu'on... Aujourd'hui, il y a des formations de management de sport, des formations sur le business dans le sport, des formations sur la rentabilité du sport et tout. Donc, il faut aller à ces écoles-là. Et puis après, quand vous revenez, vous êtes grand. Et puis, personne ne viendra vous dire vous ne maîtrisez rien. Parce que vous avez
passé des années à jouer dans le domaine et après vous êtes allé à cette école-là et vous êtes prêt maintenant pour manager l'équipe et pour manager toute la discipline. Alors, lorsqu'il dit que si jamais le Togo n'est pas qualifié pour la CAN 2023, lui, il va intervenir. Il parle de quelle intervention? Non, probablement qu'il parle de l'équipe nationale. Je ne sais pas ce qui est dans la tête d'Adeba Oshei, mais ce n'est pas seulement Adeba Oshei qui pense là. Nous aussi, on le pense. Le Togo ne peut pas passer trois CAN d'affilée à la maison. Ce n'est pas possible. Oui, quand Edwy parle d'être prêt, vous avez vu Koubadia Cadet, quand Claude Leroy est venu, il a fait appel à Cadet de venir être son adjoint. Le monsieur a dit non, oui. Je ne suis pas encore prêt. Parce qu'il n'est pas prêt, même Daré aussi a dit non. Il a dit non. C'est ça, aujourd'hui ils sont en train d'Daré et Cadet, ils continuent d'aller à l'école. On espère vivement les voir un jour revenir servir. Je l'ai reçu une fois quand même dans ce studio, il m'a dit qu'il est entraîneur adjoint en Europe et il est aussi manager. Il vient chercher des talents en Afrique qu'il exporte vers l'Europe. Et donc, il a dit qu'il ne faut pas regarder le côté, je me rappelle de ce mot-là qu'il a prononcé, le côté paillette, le côté admiratif de la chose, et pour oublier le cheminement, le processus pour y arriver. Pour y arriver. C'est un long processus. Il est en train de travailler de l'autre côté en attendant. On les attend vivement. Ceux qui travaillent viendront forcément et ceux qui sont à la campagne vont rester à la campagne. Ceux qui ont accepté vite l'invitation ou la demande a été boutée très rapidement à touche. Non, qui ont accepté les invitations. Vous savez, dans le football aujourd'hui... Agassa, il est retourné à l'école ou Agassa, je ne sais pas trop s'il est retourné à l'école. On a parlé. C'est la manière dont vous venez au pouvoir. C'est de cette même manière que vous parlez. Quand vous prenez Abalo Dossier, à un moment donné, on l'a dit, il ne peut pas être uniquement entraîneur des éperviers locaux ou adjoint de la sélection A. Et il faudrait qu'il prenne un club et vous voyez ce qu'il est en train de faire avec Asco de Kara. Abalo Dossier, s'il revenait à la tête d'une sélection du Togo, je ne pense pas que quelqu'un va crier pour dire qu'il n'a pas le bagage nécessaire pour pouvoir gérer. Non. Et donc, c'est ce qu'on est en train de dire. On ne peut pas sauter et arriver à un milieu donné et puis dire qu'on peut gérer. Non. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et voilà, autant que cela sera possible, formez-vous toujours parce que la vie est ainsi faite. Soit on connaît et on applique, soit on ne connaît pas et on subit. Et donc, apprenez pour appliquer, c'est très important. Allez, on revient maintenant, on reste maintenant au pays puisque nous sommes en train de parler de nos internationaux. Pendant ce temps, les administrateurs se sont retrouvés donc pour parler du projet de professionnalisation du football au Togo. On va dire, enfin, le football togolais va se professionnaliser très bientôt. Oui, je suis simplement. J'attends de voir pour pouvoir y croire parce que il ne suffit pas de se réunir, de parler dans les micros, permettre aux médias de venir passer l'élément et puis on dit enfin ça y est, c'est parti. Pas du tout. Il faut l'appliquer. Voilà. Et dès qu'on commence par l'appliquer, en ce moment, cela aujourd'hui, mon seul regret, c'est le feu Chris Daké qui pour moi portait ce projet-là, qui le tenait à cœur, qui aujourd'hui n'est plus là. C'est pas un jeu dubitatif. Il reste simplement, j'attends. C'est vrai que le ministre des Sports essaie de faire de son mieux. Une première fois, on a vu le ministre des Sports, le président de la fédération et puis celui du CNOT ensemble, parce que ce n'est pas aussi le bon ambiance entre ces trois institutions. Et donc, pour me dire aujourd'hui que ça a véritablement décollé, il faut que ça commence. Et voilà, donc l'atelier a eu lieu donc, du 20 au 20 dernier. Et cet atelier fait suite donc aux dispositions de la loi du 7 mai 2021 fixant les règles d'orientation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo. Il s'agit donc de proposer des jalons nécessaires pour la création d'une ligue professionnelle de football et de réglementer son fonctionnement en vue de baliser la voie au démarrage effectif du championnat professionnel au Togo, le championnat professionnel au Togo. Je suis désolée de se dire que on est encore loin de la réalisation de ce projet parce que il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas pris en compte, bien qui sont
noté d'une manière un peu gauche, selon moi. Parce que quand vous prenez les discussions sur des points essentiels, par exemple le nombre de clubs qui doivent, par exemple, jouer comment on dit, la Ligue 1, si c'est la Ligue 1, c'est la D1, je ne sais pas trop, mais quand même, pour la première division, dans les propositions, on avait commencé avec 10 clubs. Dans les propositions, dans les documents, avec 10 clubs, et dans les discussions, en tant que journaliste, moi, par exemple, ce n'est pas possible qu'on dise que c'est 10 clubs pour une ligue professionnelle. Peut-être 16, c'est raisonnable. Et après discussion, je sais que selon les informations, on s'est arrêté sur 12 pour la Ligue 1 ou bien pour la première division. Maintenant, l'autre problème, c'est que ce que le ministère est en train de proposer, c'est qu'il y ait un club par région, ce qui n'est pas possible aussi. Et par région, et la majorité peut-être 3 ou 4 à Lomé. C'est pas possible. Normalement, dans cette disposition, les tests qui ont proposés, ce sont les statuts qui ont été étudiés et pour validation. Maintenant, on devrait proposer plutôt des critères pour pouvoir interdire. Si vous remplissez la Ligue, et vous pouvez disputer de la 3e division si c'est D qu'on veut prendre. Maintenant, ça n'a pas été fait, mais qu'on dise que c'est par région, je pense que le football va mourir. C'est la même chose qui s'est produite au Gabon. Et aujourd'hui, le football gabonais s'est arrêté à un moment donné. Si on veut aller au football professionnel, la première chose, c'est l'argent. Est-ce que l'État est prêt à mettre des millions pour cela? Et je ne pense pas que c'est la seule priorité pour l'État aujourd'hui. Il y a le social également d'un côté. Donc, on peut commencer 1 an, 2 ans, mais je ne suis pas sûre que ça va aller. Voilà. Donc, tout comme on prend juste l'exemple d'un autre pays qui a commencé et qui aujourd'hui est en train de dormir, je parle du Gabon. Donc, il faudrait bien étudier les choses, aller pas à pas. D'abord, à commencer par ces clubs-là, arriver à dire non, on supprime cette histoire de un club par région, il faut l'oublier. Et jusqu'à, région maritime, un club. Région de Plateau, un club. C'est pas possible, il faut oublier cela. La région centrale. La région centrale, un club. La région de la Cara, un club. Savane, un club. Ce n'est pas possible pour ça. Il faut oublier cet aspect-là. Maintenant, mettre en place des critères. Et pour aller, ça c'est la première division. La deuxième division, on parle de 12 clubs. Également, je dis, il faut rediscuter. Sinon, il y a des préalables. Si on ne prend pas en compte ces préalables, je ne pense pas que les acteurs vont voter ou bien adopter ces statuts-là en assemblée. On va quand même revenir, on va ramener la balle à terre pour expliquer certainement que nos téléspectateurs, ceux-là qui nous suivraient à la maison quelque part, ils vont se demander quand on dit professionnaliser le football, quel en est l'intérêt, pourquoi il faut professionnaliser le football. Le professionnaliser, c'est permettre aux acteurs de bien vivre, de les mettre dans de bonnes conditions. On parle des millions quelque part. Par exemple, quand vous prenez le Bénin à côté, il parle d'un championnat professionnel. Nous, on injecte beaucoup de millions. Peut-être on parle d'un club qui prend peut-être 50 millions. Au même moment au Togo, on parle d'un club qui prend 5 millions. Je vous donne juste un exemple. Quand on était à Semassi en 2014 avec Kani Debana, quand on prend 5 millions, ça fait 3 journées. Hébergement, restauration, prime de joueurs, voyage avec véhicule, les 5 millions sont finis en 3 journées. Donc imaginez ce que le ministre Foli Bazi Katari a subi durant son mandat, surtout l'année 2014, il voulait à tout prix gagner ce titre-là. Vous imaginez déjà, ça c'est un exemple terre à terre. Aujourd'hui, parler de la professionnalisation comme les Jelviges, ça va être compliqué, très compliqué de parler d'un seul club dans une région. Je prends juste la région centrale où on dit que c'est les viviers du football. Je ne prends pas la région, je prends juste la préfecture où déjà 2 clubs, c'est quasiment insuffisant pour les joueurs de pouvoir s'exprimer. Et parler d'un seul club, ça va être très compliqué, il va falloir revoir cet aspect-là. Mais vous savez, les acteurs du football en général savent surprendre. Ils vont voter cette loi-là et puis ça ne leur dit rien du tout parce que pour eux, comme toujours, ça peut être une pression venue d'ailleurs ou pas du tout parce que
On a vu les élections passer par les fédérations, on a vu ce qui s'est passé dans ce pays. Ça peut aussi arriver. Ils vont voter, soyez-en sûrs, pour le vote, ils vont voter. Ça ne les dit absolument rien. C'est pas ça qui les apporte à manger. Il y a autre chose derrière, c'est le business. Ils vont voter et puis on en passe. Et après, on va rester à la maison. On est resté 2 ans dans ce pays sans jouer les championnats. Ça n'a rien changé. Ça peut arriver aussi. Non, à un moment donné, moi je pense que le docteur Lydie Bessikama, il est arrivé avec de bonnes idées, mais quand même, il faut l'aider à faire un bon travail. Et il y a des experts qui sont au niveau du cabinet qui doivent dire la vérité, qui doivent dire ce qu'il y a, les réalités. Aujourd'hui, oui, c'est bon d'aller à la professionnalisation parce que quand vous êtes dans un championnat professionnel, le championnat d'abord est à un niveau vraiment élevé, le championnat est bien financé, les acteurs, c'est-à-dire les principaux acteurs, les joueurs sont bien payés, il ne s'agit pas de 50 000 francs par mois, non, ou bien ces 50 000 francs ne doivent pas arriver chaque 3 mois ou 2, non. C'est-à-dire vous êtes bien payé, c'est réglé, tout est respecté et tout ça. Le statut du joueur, le statut de l'entraîneur, et il y a même le club doit avoir des sièges, c'est-à-dire c'est tout, c'est-à-dire le terrain sur lequel le club s'entraîne, les installations et l'administration doit être bien établie dans chaque club. On ne va plus parler de. Aujourd'hui, on ne parle que d'équipes, on n'a que des équipes, on n'a pas de club parce que les équipes ne sont pas organisées. Elles doivent avoir plutôt ces équipes-là, des catégories. C'est-à-dire, c'est tout un travail quand on parle de football professionnel. C'est tout un travail et tout ça, ça passe par le financement. Maintenant, au-delà du financement, moi, je me demande si aujourd'hui on demande que l'État donne à chaque club engagé pour la Ligue ou bien la première division, la division d'élite pour cette Ligue professionnelle-là, ce sont 15 millions. Est-ce que c'est possible par saison par club? Est-ce que c'est possible? Non, c'est-à-dire c'est pas que l'État a les moyens pour le faire, mais est-ce que c'est possible? Oui, l'État a les moyens pour le faire. Est-ce qu'ils veulent le faire? Non, c'est-à-dire que si c'est les moyens. Moi je demande si est-ce que c'est possible. Si c'est possible, ça veut dire que est-ce que oui, si c'est possible, d'accord. Maintenant, est-ce que ça serait dans la continuité? Si c'est le cas, dans ce cas, on avance. Maintenant, au-delà de ça, est-ce que les clubs même sont prêts à utiliser ces 75 millions pour faire le développement de leur de la formation et tout? C'est-à-dire, il y a des préalables. Maintenant, on parle de la composition, on parle du fait que dans ce statut-là, il y a cette question qui revient par rapport aux clubs corporatifs qui ne seront plus là. Oui, je suis d'accord avec ça. À un moment donné, on ne peut pas tout le temps, à un moment donné, le club des journalistes qui commence la division inférieure, monte en division, en troisième. En troisième division, à un moment donné, on monte là et puis le club des journalistes se retrouve en première division, ce n'est pas possible. Ce n'est que du bonus pour Edouard Abétou. Sur ce point, je suis d'accord. Sur ce point, je suis d'accord qu'il n'y ait pas. Je suis d'accord sur ce point qu'il n'y ait pas de club corporatif. Il faut un championnat spécialement dédié à ces clubs corporatifs-là. Là, je suis d'accord par rapport à cela parce que quand on parle de corporatifs aujourd'hui, il y a certains qui sont des clubs de grandes structures, alors que ces entreprises doivent normalement investir dans le football, mais n'arrivent plus à le faire parce que quand vous allez vers ces entreprises, vous dites, nous aussi on a notre club qui est en première division, on fait comment? Donc vous voyez ça, sur ce point je suis d'accord. Mais maintenant moi je dis, il y a des préalables. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Il a dit, les présidents de club peuvent voter. Oui, mais on ne vote pas aujourd'hui, on est en train de voir demain. On est en train, c'est le développement du football. Moi, je suis d'accord que la ministre cela tienne à cœur à la ministre, mais il faut qu'elle pose de bonnes bases pour qu'on puisse l'aider à réussir cette mission-là. Mais si on veut forcer les choses, à un moment donné, ça sera bloqué. Ce n'est pas possible. Enseigné a parlé à l'instant d'une personnalité qui n'est plus de ce monde-là, Chris Dake, qui portait ce dossier. Et il faut vraiment des connaisseurs de la matière pour pouvoir donc élaborer et ficeler le film. Moi, je pense qu'il y a des gens qui maîtrisent le domaine des tests. On est parti prendre l'Ivoirien Yves Sawadogo comme expert. Et il va venir faire comme il n'y a pas de tête pensante. Non, il y en a. Moi, je pense qu'à un moment donné, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il faut faire parce que moi, je ne trouve pas. Voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas de tête pensante, mais je trouve. Pas confiance aux nationaux. Et ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y en a des gens qui pensent au-delà de Yves. Il y a beaucoup de dossiers. On ne va pas se permettre d'étaler, mais c'est pas sérieux à un moment donné.
Oui, mais moi je me dis qu'à un moment donné, il faut faire confiance aux nationaux parce que quand on prend ces nationaux, il y a des juristes là-dedans au niveau de la Fédération togolaise de football. Il y a des gens qui étaient dans cette fédération depuis des années. Quand vous parlez de Chris Dake, oui, on a perdu un homme qui était vraiment amoureux de sa matière et tout ça. Maintenant, au-delà de Chris Dake, il y a d'autres personnes également qui sont bons. Au niveau du cabinet du ministère des Sports, il y a des gens qui sont bons. Moi, j'ai connu l'actuel directeur national des sports. C'est un monsieur qui s'y connaît dans ce domaine. Le directeur des sports scolaires et universitaires, c'est un monsieur qui s'y connaît dans son domaine. Il y a d'autres spécialistes qui ont eu la formation dans le domaine du sport. Donc, à un moment donné, il faut faire confiance en ces personnes et il faudrait que la ministre également les écoute. Parce que si elle veut réussir réellement cette mission-là de professionnaliser le football avant d'aller vers les autres disciplines, il faut écouter ceux qui sont dans le domaine à un moment donné. Qu'on nous évite les expatriés. Et qu'on évite cela. Parce que eux, ils gèrent le football, ils ne maîtrisent pas nos réalités. À un moment donné, mettons les gens qui maîtrisent nos réalités. Nous, journalistes, quand on veut parler du football ivoirien, on est... avant de venir, par exemple, sur ce plateau, on a pris contact avec nos confrères ivoiriens pour avoir des informations parce qu'on ne maîtrise pas forcément le football ivoirien, même si on fait des recherches. C'est vice versa. Donc, il faudrait qu'on arrête avec les étrangers qui viennent nous dire. Qui sont venus présenter leur école et si ça. Oui, à tout moment, c'est ce que le Togo fait. Il faudrait faire venir telle personne pour. On a des tests pensantes au plan national. Rigo Persson dit que quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Et Samuel Oto savait qu'il était en danger, il a fait venir Rigo Persson. Il n'était plus en danger. En tout cas, certainement que nous allons inviter très prochainement ces acteurs-là, ces participants à cet atelier, pour nous dire ou nous éclaircir davantage. On aura également approché d'autres personnalités, d'autres têtes pensantes, telles que vous l'avez dit. Je salue encore une fois le directeur Zibo, qui est toujours et le directeur national des sports, j'oublie son nom là. C'est Bawa. Adamou Bawa. Justement, merci de rappeler le nom. J'ai voulu vous poser la question. On a travaillé ensemble à Asco. Oui, j'ai vu son image, je l'ai vu sur les images. Je l'ai vu sur les images. D'accord, là ça. Vous prenez, il y a Akousa Kamelio, il y a l'actuel secrétaire général de la Fédération togolaise, il est juriste, au-delà de ça, il a fait ce domaine-là depuis. Il y a beaucoup de personnes qui maîtrisent le football aujourd'hui. Il y a même des acteurs. Vous savez, le projet ASCO aujourd'hui, je peux dire que c'est pas Adamou qui l'a mis en place. Il a mis en place à l'époque où ASCO s'en allait pas, c'est lui on a fait appel, c'est lui qui a mis les contrats des joueurs à marche. Il a tout ficelé avant de partir. Donc aujourd'hui, moi, les gens ne le savent pas peut-être, mais c'est lui qui fait. Pour moi, le salut vient de Bawa Adamou, c'est lui qui a initié ça. C'est lui qui a mis la base, la fondation avant de partir. Parce qu'on ne va pas former des acteurs de sport au niveau de l'INJS et ne pas les exploiter. Non, il a quitté là, je crois. Il était au ministère des Sports. Bawa Adamou. Oui, il est le directeur national des sports. Il est maintenant le directeur national des sports. Il a quitté le poste. Voilà, il a quitté le poste de. Ouais, Zibo Ayuba, lui, il est le chargé le directeur de la sport scolaire et universitaire. En tout cas, on essaiera d'approcher donc tous ces cadres-là du sport et comprendre un peu les dispositifs, les démarches et tout ce qui se met en place. Parce que ce qu'on est en train d'entendre là, ce qui est dans, il faut changer tout ça dans les statuts. Quand vous prenez tous ces comités qu'ils ont mis en place, vous imaginez qu'il n'y a pas de journalistes autour. Il n'y a pas de journalistes autour. On a été invités, pas du tout. Ils sont invités pour la cérémonie d'ouverture. Bon, même si les deux associations ont envoyé des représentants pour participer, voilà. C'était bien. Sauf qu'il faut revoir tous ces statuts parce qu'il y a des prières. Soufflez, chers invités, qu'on puisse marquer une courte pause. On va retourner du côté de la régie pour prendre cet élément qui nous rappelle la 3e journée des playoffs de la première division. Et juste derrière, on commente les résultats et le classement. Troisième journée des playoffs du championnat national de football de première division. Le Dynamique togolais recevait ce mercredi au stade de Kégué les Cornes de la Bina.
Après son match nul face à Gomido de Palimé, le Dynamique togolais se devait de gagner cette troisième rencontre afin d'améliorer son rang dans le classement. Mais mission difficile aux Robots Rouges qui se sont heurtés à une formation très ambitieuse de Pagouda. Les cornes de la Bina, requinqués par la victoire de la journée précédente, tiennent la dragée haute à leur adversaire du jour. Plusieurs occasions vont s'offrir aux deux formations, mais rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final. 0 but partout, l'on se contente du point du nul. Je pense que c'est une partie égale. Et le match nul, c'est bien parti pour les deux équipes. Comme on le dit, l'appétit vient mangeant. On grignote les points, le maximum de points, et puis à la fin de la saison, on fera le compte. Le second match de la troisième journée de ces playoffs s'est disputé à Kara entre les conducteurs de la localité et les dockers du port. C'est un voyage périlleux effectué par les portuaires qui ont été battus par ASK 3 buts à 1. Le troisième match disputé ce jeudi s'est soldé par un nul. Les Condona et les Showboys se sont séparés sur un score d'1 but partout. Au classement général, à l'issue de la troisième journée des playoffs de la première division, l'AS Bina et ASCO sont en tête avec 7 points. Le Dynamique togolais suit avec 5 points. L'ASK est 4e avec 3 points. Gomido est 5e avec 2 points. Et l'AS Togoport ferme la marche avec 0 points. Retour donc sur ce plateau pour la suite de cette émission. Alors Edwige, je viens à vous puisque nous étions tous sur le terrain la dernière fois pour vivre le match du Dynamique togolais et le corps de la Bina, la AS Bina. En tout cas, l'ambiance dans les tribunes était vraiment une chaude ambiance, mais sur le terrain, apparemment, on a manqué de quoi se mettre sous la dent. Non, vous savez, AS Bina est arrivé dans les playoffs pas pour regarder les autres parce que les gens disaient c'est plutôt AS Bina qui va distribuer les points. Moi, je me disais non, c'est le contraire parce que lors de la phase de poule dans la zone nord, AS Bina a posé beaucoup de problèmes aux grands. Avant de se qualifier pour les playoffs, la première saison de l'AS Bina, le retour en première division, AS Bina a terminé 4e derrière Unisport de Sokodé. C'est-à-dire qu'il ne restait que quelques points juste pour que l'AS Bina prenne la place de l'Unisport pour venir en playoff. Maintenant, cette saison, il y a eu un petit changement, c'est-à-dire qu'ils ont continué sur cette lancée-là. Ils sont arrivés, ils étaient 4e. Deuxième saison, ils sont maintenant à la 3e position, à la place d'Unisport. Ils se qualifient pour les playoffs. Ce n'est pas qu'ils sont allés chercher ça ailleurs. Non, c'est par rapport au travail de continuité qui se fait avec Wadialantam qui fait un énorme travail de ce côté-là. Parfois, on dit la durée aussi que sur le banc aussi permet de maîtriser son équipe et de faire un bon travail. C'est ce qui est en train de payer du côté de l'AS Bina où les dirigeants étaient un peu patients avec Wadialantam et puis ils ont confiance en lui et ça marche réellement pour eux. Face au Dynamique togolais également qui cette saison est sur une bonne lancée parce que lors des phases de pousse, le Dynamique a montré un autre visage contrairement aux précédentes saisons où le Dito a toujours déçu. Les militaires ont plutôt prouvé d'autres choses cette saison et je pense qu'ils ont les armes pour chercher les 2 premières places pour pouvoir se qualifier en Coupe continentale parce que c'est le désir des militaires de Lomé. Maintenant, face à AS Bina qui avait déjà engagé 3 points en arrivant à Lomé, AS Bina savait qu'il faudrait sur 2 matchs prendre au moins comment on appelle au moins 4 points. Non, c'est-à-dire au moins 4 points pour retourner à Pagouda. Finalement, ils l'ont fait parce que 4 sur 6, c'est beaucoup. C'est un bon déplacement pour les camps. Donc maintenant, ils font match face à Dito. Ils battent AS Togoport avant. Maintenant, ils vont retourner au nord et continuer. Moi, je pense qu'il faudrait maintenant faire avec les 2. Alors, sur ce match, justement, on a vu quand même des occasions avec le capitaine du Dynamique togolais qui avait quand même l'opportunité d'arracher les 3 points pour son équipe, mais malheureusement, ça n'a pas été. Alors qu'on écoute l'entraîneur qui dit que c'est un match à égal, moi je me dis, est-ce que vraiment il a fait une bonne analyse du jeu? Bon, vous savez, il a été toujours comme ça. Et il n'aime pas trop qu'on jette la pièce sur ses joueurs. C'est bien de protéger les joueurs souvent.
Oui, Kolo Maglipé, il est rentré. Il est rentré, vous savez, le joueur, il est finissant. Il y a des choses qui ne sont plus... C'est un entraîneur, il a la licence entraîneur-joueur. Voilà, donc c'est-à-dire des choses qui ne sont plus faisables pour lui. Donc, des trucs très simples à faire, c'est difficile. Il a raté des occasions à ne pas normalement rater. Il y avait un cage vide comme cela et puis mais ça je me dis que si on s'est posé la question mais c'est-à-dire qu'à un moment donné quand vous prenez de l'âge c'est que quand ça vous quitte donc oui on l'a bassé. Non mais vous savez le football il est terrible hein. Vous pouvez être bon après quand vous grandissez à un moment donné quand ça vous quitte malheureusement pour Clown il est rentré et puis c'était une mauvaise entrée pour lui parce qu'il a eu plein d'occasions, normalement il devait les mettre dans les buts. C'est le bonheur de l'AS Bina. En tout cas, c'est le bonheur de l'AS Bina qui totalise 7 points comme Asco et derrière le Dynamite Togolais est troisième avec 5 points. Gomido ferme donc la marche avec 0 points. Parce que Gomido a fait match nul. Gomido a fait match nul face à Asco de Kara. L'AS Bina, vous savez, Wadia a fait un travail énorme. Il est arrivé à mi-saison la saison dernière. Il a continué, il n'a pas changé son équipe. Il a juste ajouté 3 joueurs. Des ajouts, c'est-à-dire des modifications. Ils ont un joueur sur le flanc qui va très vite, un certain Marus, qui nous a causé, nous, Unisport, beaucoup de problèmes. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué le but victorieux face à Unisport. Il va très vite. Et nos défenseurs n'ont rien vu face à ce jeune attaquant qui vient de Gomido, d'ailleurs, qui n'a pas su le garder parce que, vous savez, comme on le dit souvent, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et donc, il est en train de faire du bon travail avec l'AS Bina. Et moi, Wadia, aujourd'hui, je crois qu'il incarne la jeunesse des nouveaux entraîneurs qui sont dans l'élite. Parce que je l'ai vu travailler à Semassi, c'est un entraîneur travailleur. Il a travaillé avec Tchaïne Bana, après il est parti. Il a essayé de prendre d'autres clubs. Ce n'est pas ça parce qu'on n'a pas donné assez de temps. Aujourd'hui, il a le temps, il essaie d'asseoir sa philosophie de jeu et ça permet à l'équipe d'évoluer. Aujourd'hui, l'AS Bina n'a pas de profondeur de banc. Mais c'est le problème. Mais il arrive quand même à asseoir. Il joue sur ses forces. Donc imaginez un tel entraîneur qui prend peut-être un Asco de Kara. Et vous allez voir des scores qu'il va essayer de faire. Donc, moi, c'est l'entraîneur parfait. Aujourd'hui, il faut donner encore une équipe de jeunes ou de catégories, il faut véritablement penser un peu à Wadia. Après, l'Asco de Kara, qui essaie de jouer aujourd'hui, et j'ai entendu Edwige parler d'Abalo Dossé, je crois qu'il bénéficie d'un bon recrutement et d'une bonne équipe déjà en place. Et il essaie donc de manager. Sinon, Asco, quand vous voyez Asco jouer, ce n'est pas une foudre de guerre. Il n'y a pas une profondeur de jeu. Vous n'arrivez pas à lire exactement ce qu'il essaie de mettre en place. En tout cas, c'est mon analyse personnelle. Mais quand Ameto était là, c'était tout autre. Ameto Kodo, c'est toute une autre philosophie. On sait au moins qu'il joue en 3, 5, 2. Il apporte de la vivacité sur les flancs. Maintenant, avec Abalo, c'est vrai, il fait des résultats. On va dire aujourd'hui que c'est l'un des meilleurs entraîneurs. Mais moi, il ne me convainc pas du tout dans la philosophie de jeu par rapport à ce que... Ça craint sur le continent quand on est là. En tout cas, on verra quand on ira sur le continent. Il était là quand ils sont partis sur le continent comme manager général. Après, il devient entraîneur. Et Ameto Kodo est encore entraîneur de l'Asco de Kara. Selon les informations, il est en congé. Voilà, en congé technique. Il est en congé technique. Peut-être pour prendre soin des éperviers, il vient. Donc, il est toujours en congé technique. Bon, la bonne note sur cette journée des playoffs, c'est ASK qui revient avec une victoire. Oui, parce que face à l'AS Togopor qui déçoit, qui n'a pas convaincu dans les phases de groupe. Malheureusement, ce sont les jaunes que je lui ai copé, que Nicolas Adjololo qui ont laissé filer cette qualification et qui fait qu'aujourd'hui, l'AS Togopor se retrouve à ce niveau et puis qui ne convainc pas du tout. L'AS Togopor est en train de décevoir la zone sud.
dans ces playoffs-là. Ce qui est intéressant, le secrétaire d'ASCO, c'est son district. Oui, mais malheureusement pour la zone sud où les portuaires doivent se mettre en question parce qu'il n'y a pas... Parfois, quand il n'y a pas de stabilité au niveau du staff technique et puis il n'y a pas de cohésion... On ne sait pas qui est entraîneur véritablement du côté... Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de solidarité. C'est pas trop bien, c'est pas trop bien. Donc la SCK a les atouts pour revenir. La SCK a commencé avec l'Astogopo. Il y a Gomido aussi qui a pris un point face à ASCO. Gomido a bien joué. Malheureusement, Gomido n'a pas pu... concrétiser pour pouvoir revenir de carré avec les 3 points, mais c'est bien. La SBINA a un nouvel bus. Hein? Oui, ils ont un nouveau bus. La victoire. À la fin du match, il y a, on va dire... c'est chez le ministre des Sports. C'est chez elle. Un nouveau bus qui a été... Non, c'est pas un ancien nouveau bus. C'est un bus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train de parler de la professionnalisation du football, c'est aussi ça. Un bus, c'est un bus. Il faut encourager les joueurs, c'est-à-dire on ne va pas tout le temps... On nous avait amené un minibus à Saint-Mancy. On dit que c'est un bus. C'est le bus des couleurs. Quand le président voulait partir, il est parti avec son minibus. Voilà. Non, mais ce sont des actions qui encouragent. En fait, quand vous êtes joueur pour un club et vous sentez que tout ce que vous faites, il y a le résultat et derrière, les dirigeants reconnaissent également et puis ça, et de leur côté, ils savent que vous existez. Il y a de nouveaux bus abandon qui ne tiennent pas. Oui. Donc un ancien bus qui peut tenir, c'est pas un ancien bus. Arrêtez. Voilà. C'est un bus ou Pagoda. D'accord. Alors, chers invités, on va quand même quitter ce débat-là. La 4e journée qui a été donc reportée, puisqu'il y a la Coupe de l'Indépendance qui va se jouer le mercredi. On est habitué au report. Et puis on est habitué au résultat entre ASCO et ASCK. On reviendra. ASCK verra la coupe. On connaît le résultat entre les deux équipes. C'est ça, la coupe est déjà marquée. C'est juste pour fêter. Donc la coupe est déjà marquée. Vous avez vu la finale du dernier championnat. ASCK a vu la coupe comme ça, ils n'ont pas pris. ASCK pour la Coupe de l'Indépendance, c'est pour les 62 ans, c'est pour fêter. Voilà. C'est déjà consommé. Ils ne vont pas prendre. Ils vont voir ça. Ils vont dire non, les grands frères, prenez, on ne veut pas de problème. On va parler maintenant des éperviers seniors avec le tirage au sort. C'était donc mardi dernier. La CAN, les éliminatoires vont commencer déjà à partir du mois de mai. Le Togo est logé dans le groupe B en compagnie du Burkina Faso, le Cap-Vert et l'Eswatini. Vous savez, j'ai écouté l'entraîneur, c'est bien, il fait de bons discours. Il fait de bons discours pour moi. En tout cas, pour moi, c'est de bons discours. Il est sur une bonne lancée, il est arrivé avec les matchs amicaux, il gagne. Donc c'est normal qu'il nous sorte de beaux discours. On attend de voir. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'une CAN à 24 et que le Togo a raté 2 CAN. Moi, je n'accuse pas peut-être les entraîneurs. Il est bien vrai que Claude Leroy a fait un mandat, le mandat d'un président de la République. Il n'a pas réussi à nous qualifier. Mais la Fédération togolaise de football en elle-même, est-ce qu'elle se remet en cause? Vous m'excusez, le Rock était là. On participait au moins une CAN sur 2 à 16. On a participé à 8, je crois, également. À 16, on a aussi participé. On est allé à une Coupe du Monde. Quand vous prenez le bilan du colonel aujourd'hui, on va me dire, c'est vrai, il est venu, il a essayé mais quand on prend l'équipe nationale du Togo, où est-ce qu'il nous a menés? C'est une CAN. Et cette CAN-là, il est venu la trouver, comme Claude Leroy aussi. Et donc, pour moi, aujourd'hui, il faut que la fédération elle-même fasse son autocritique, se mette en cause avant qu'on ne puisse aller à une Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, l'entraîneur, c'est vrai, lui aussi, il est là. Mais moi, je l'attends à la fin des résultats pour véritablement voir, comme le disait la dernière fois sur un plateau quelqu'un, on est logé dans la même poule que le Burkina Faso. L'adjoint de Paulo Duarte est un Burkinabé. Le patriotisme, à un moment donné, nous appelle. Et j'espère, pour moi, qu'il ne serait pas, c'est-à-dire que le maillon faible de l'équipe nationale face au Burkina. On a vu le Sénégal limoger son analyse vidéo parce qu'il joue
la finale avec l'Égypte. Ils vont jouer la coupe les barrages de la Coupe du Monde avec l'Égypte. Ils ont pris, pour moi, c'est une décision sage. Je ne dis pas de limoger l'entraîneur, mais j'espère qu'il ne sera pas le maillon faible. D'accord. Edwige, on a 2 minutes pour sortir de ce studio. Burkina, Cap-Vert, Togo, Eswatini. Alors, le Togo est déjà qualifié? Non. Le Togo connaît l'Eswatini parce que quand vous prenez dans l'histoire du football togolais, l'Eswatini, c'est face à l'Eswatini qu'on a la plus large victoire. Et quand vous prenez... mais l'Eswatini avait fait match nul face à nous. Adebayor n'est pas là. Nous avait mis 4, aujourd'hui il n'est plus là. Donc, quand vous prenez maintenant... le Cap-Vert, c'est une équipe qui sort d'une Coupe d'Afrique des Nations, une équipe redoutable, une équipe qui joue physique et qui a des individualités, une équipe qui joue à la brésilienne. Donc, moi, je pense que ça serait un peu difficile à jouer pour le Cap-Vert parce qu'ils sont luxophones. Voilà. Maintenant, le Burkina Faso, c'est cette équipe-là qui a fait perdre cette qualification en demi-finale première historique pour... le Togo, parce qu'avec cette tête de Peter Pan en 2013 où tout le monde pensait que le Togo pouvait s'en sortir face au Burkinabé, et c'était même le dernier match entre les deux pays parce qu'il n'y a plus de matchs amicaux même face au Burkina Faso. C'est resté sur cette défaite 1-0 à la CAN 2013. Le Burkina Faso, depuis, a fait un travail par rapport à sa sélection et à notre niveau. Le Burkina a joué la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le Burkina pouvait décrocher la médaille de bronze face aux Camerounais. Malheureusement, il y a eu un mauvais casting qui a fait qu'ils ont pris de l'eau et puis ils ratent ainsi la médaille, la 3e place. Mais le Burkina Faso est sorti meurtri, même si sur le plan statistique, c'était une belle canne pour les Burkinabés, au-delà du fait qu'ils ont raté la médaille. Mais le Burkina Faso ne veut pas avoir ce niveau et vouloir rester. Et donc, c'est au Togo de faire le jeu. Et pour l'instant, Paulo Duarte, il est arrivé, il a commencé un travail. On avait vu qu'il y a un noyau avec qui il a commencé ce travail-là. Et pour le deuxième regroupement en Turquie, il a tout cassé. Il a repris avec de nouvelles têtes, des collégiens qui sont arrivés également en sélection. Tout un village. Oui, tout un village qui est arrivé avec des collégiens, des jeunes. Maintenant, on ne sait vraiment pas ce qu'il est en train de faire. Il a dit qu'il a des difficultés à sortir le 23. Il doit chercher à sortir le 23. Et il est bon. Parce que même si on dit que le Togo, pour l'instant, est en reconstruction, on a de bons joueurs qui sont capables et qui connaissent ce qu'on appelle éliminatoire de CAN. On n'amène pas ceux qui vont venir maintenant chercher à maîtriser ce qu'on appelle le football au plan africain est différent quand on joue en Europe. Donc, il faut amener les gens qui maîtrisent le domaine et qui vont mouiller le maillot, pas pour compter. Pour dire si on gagne, on aura combien, non. Pour mouiller le maillot pour l'équipe togolaise, pour le Togo. Parce qu'aujourd'hui, le Togo a raté 2 CAN. Le Togo ne peut pas rater la CAN d'à côté. Et il a parlé du Burkinabé. Si moi j'étais la fédération, je limoge le Burkinabé. C'est fini. Le temps est fini pour nous. On va devoir donc s'arrêter ici. Merci pour l'indulgence d'une minute qui nous est donc accordée pour clôturer cette émission. On reviendra forcément sur ce débat, les chances de qualif du Togo, puisque la première journée va démarrer à juin. Mais c'est juin pour le Togo. Oui, juin pour le Togo. Et on reviendra d'ici jusque-là pour apporter d'amples informations ou explications autour donc de l'équipe nationale. Merci chers téléspectateurs, vous qui êtes restés pour nous suivre jusqu'à cet instant. Derrière la caméra, il s'appelle Antoine Essokassi et Loge Kao à la collaboration extérieure et puis Emmanuel Lago a assuré les touches électroniques. La rediffusion de cette émission, c'est mercredi à 11h et pour les internautes sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook, retrouvez l'intégralité des images. On reviendra lundi pour une nouvelle aventure. D'ici jusque-là, portez-vous bien. Et Djara Betou, merci de nous avoir tenu compagnie. À très bientôt.